Le mercredi, c'est Women in Tech. Aujourd'hui, on parle égalité des chances pour les jeunes dans les métiers du numérique. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du mercredi. Non, ça va pas ça comme intro. Allez hop, on se reconcentre. Bonjour, bienvenue, c'est mercredi. Mercredi, vous le savez, c'est Women in Tech. Une semaine sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir soit des femmes inspirantes, soit des alliés pour parler diversité, inclusion, équité. Et aujourd'hui, on va parler équité plutôt sur les jeunes, car jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'embauche et du développement de carrière dans les métiers de la tech et chez AWS en particulier. Mais le challenge en diversité et en inclusion, c'est qu'il faut aussi amener un pool plus varié aux emplois tech et donc aller travailler sur les filières scientifiques et même avant. Et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast AWS en français cette semaine Alexandre Pinel. Alexandre, merci d'être là. Tu es Senior Manager Prototyping chez AWS en France avec un rôle EMEA, enfin basé en France mais avec un rôle EMEA. Et tu prends plein d'actions pour justement inspirer les jeunes à embrasser des métiers du numérique. Concrètement, comment tu agis sur les jeunes? Comment tu peux les influencer? Alors, comment je peux les influencer? Bonjour Sébastien d'abord. Comment je peux les influencer? J'ai passé les différentes actions qui permettent de faire ça. Les jeunes sont pas toujours faciles à influencer, mais ça, en tant que parent, tout le monde le sait. Des fois, on a plus d'influence sur l'extérieur que les nôtres. Mais si on revient sur les actions, en fait, déjà, je me déplace dans les collèges ou les lycées, donc ça touche les jeunes qui n'ont pas encore fait leur choix d'études. Donc, on essaye d'aller créer cette étincelle chez les jeunes de pouvoir choisir une formation scientifique ou une formation dans l'informatique. C'est vraiment ça, c'est leur montrer que finalement les maths ou les sciences en général, c'est pas que réservé aux garçons, c'est pas que réservé à un certain type de population et que tout le monde peut prendre son pied en faisant des maths. C'est ça, c'est l'idée, tout le monde peut prendre son pied en faisant de la science ou des maths ou des systèmes informatiques. Donc en fait ça reste des choses sympas et cool. Donc je vais dans ces collèges ou lycées. L'objectif c'est de leur montrer des choses. Donc je parle de là où je travaille forcément. C'est pas toujours facile d'expliquer ce qu'on fait aux jeunes. Donc je prends des exemples. En général, je démarre avec un petit exemple sur c'est quoi les applications par exemple qu'ils utilisent. Donc c'est facile. Il y en a qui sont jaunes avec un petit fantôme. Il y en a qui voilà, il y a des jeux, il y a de la vidéo, etc. Et je leur demande si, à leur avis, qu'est-ce qu'il y a d'informatique là-dedans? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a du cloud? Donc là, on commence à avoir des réponses diverses et variées, mais du coup, ils réalisent tout de suite qu'en fait, ils utilisent le cloud. Tous les jours. Ouais. Voilà, tous les jours, en lançant leurs applications favorites. Donc ça, c'est un début, c'est une accroche. Ensuite, l'objectif, c'est de leur présenter ce que j'ai fait, donc mon métier. Donc ça, c'est le type d'intervention que n'importe qui peut réaliser en fait au sein de l'entreprise. C'est présenter son métier en fait et montrer qu'on n'a pas des parcours linéaires. Donc moi, c'est ce que j'aime expliquer aux jeunes, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a choisi une filière à un moment donné qu'on est bloqué dans cette filière. Moi, j'ai choisi des sciences, je savais pas que je finirais dans l'informatique, par exemple. Donc j'aimais bien les maths, physique, chimie. Donc j'ai continué là-dedans. J'ai fait un bac+2 qui était pas non plus informatique. Et c'est que en école d'ingénieur informatique que j'avais décidé de ce que je voulais faire. Donc c'est vraiment leur montrer que on peut partir d'un point A et que en fait c'est plutôt des virages qu'on va avoir pour arriver au point B et pas une grosse ligne droite. Donc il n'y a pas de recette magique pour arriver à l'informatique. Il y en a si on se donne les moyens, mais je veux dire la ligne n'est pas toute droite. Donc on peut très bien bifurquer, revenir et puis revenir à ce qu'on aime. En fait, j'essaye de communiquer sur
faites ce que vous aimez, parce que votre métier, vous allez le faire assez régulièrement. Tous les jours, ça vous prend 8 à 10 heures, donc essayez de faire quelque chose que vous aimez. Ça revient à ce qu'on disait il y a 1 ou 2 épisodes dans le passé. Vous pouvez remonter dans la liste des épisodes dans votre application de podcast pour aller écouter la discussion avec Virginie Mativet, qui nous disait la même chose au sujet des parcours linéaires. Et le tien, quand tu dis pas trop linéaire, t'as encore fait une école d'info. Donc après, c'était linéaire. Là, on a abordé des exemples beaucoup plus variés avec des gens qui ont fait des carrières dans des domaines qui n'ont rien à voir, qui se reconvertissent à 40 ans, etc. Donc c'est pas que pendant les études non plus. Comment ça marche, ce genre de rencontres dans les collèges, dans les lycées? Tu travailles avec les professeurs, enfin, ça rentre dans un contexte, dans un programme? Ouais, donc ça rentre dans un programme qui s'appelle AFE pour nous, Amazon Future Engineer. Donc ça, c'est le programme qui a été lancé par Amazon en 2020, dont AWS fait partie. Et en fait, on travaille avec des associations. Donc, on a plusieurs associations qui nous permettent d'accéder aux professeurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on ne va pas directement accéder aux professeurs, même s'il y a une petite réforme l'année dernière qui permet de le faire maintenant. Mais on préfère passer par des associations qui ont le réseau, en fait, qui ont les plateformes que les professeurs connaissent. Donc, ça nous permet de nous inscrire sur leur plateforme, de partager les différentes personnes qui peuvent intervenir, et en fait les collèges et les lycées vont choisir les gens. Et dans l'autre sens, on planifie aussi à l'avance avec l'association des interventions dans certains collèges, lycées, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc il y a des lycées qui sont très demandeurs, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'entreprises qui viennent, donc puis ils ont des stages, ils ont des gens en alternance, donc il y a diverses demandes, donc on utilise ces associations. Donc il y en a une qui s'appelle C'est Génial par exemple, qui est une plateforme où on peut s'inscrire, et les collèges ou les lycées choisissent les intervenants. Donc après, c'est histoire de faire 1 heure 45 minutes d'intervention avec ces associations. Ils sont pas forcément présents quand on fait la présentation. Donc ça, c'est un type d'intervention. Ce qu'on fait aussi comme intervention, c'est on accueille des professeurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de donner aux professeurs les perspectives, leur montrer c'est quoi les métiers de l'informatique, qu'est-ce qu'on fait dans une boîte comme AWS, qu'est-ce qui est possible de faire, et comment on est arrivé là. Donc c'est un peu le même principe, on leur présente... donc cette fois on les accueille, donc en général c'est 2 à 4 demi-journées par an où on accueille 10 à 15 professeurs qui viennent aussi bien du collège que du lycée, des lycées techniques ou même des fois des BTS. Ils viennent pour découvrir c'est quoi les métiers, qu'est-ce qu'on fait, et essayer de trouver aussi des idées pour pratiquer avec leurs élèves. Donc des fois on a des profs principaux qui sont mathématiques ou même anglais, ou qui sont pas forcément dans le métier, ou qui n'ont pas forcément même une aspiration scientifique. Et donc ils essayent vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent orienter en fait les jeunes dans leur parcours pour la suite. Donc c'est ça, les métiers de l'informatique sont tellement méconnus même du grand public, ouais, que les professeurs ne peuvent pas aiguiller, même s'ils détectent des appétences à la logique, je veux dire à l'algorithmique, c'est peut-être déjà compliqué, mais enfin des appétences de raisonnement qui feraient des bons ou des bonnes candidates parmi les élèves. Ils ne savent pas nécessairement comment les guider, vers quelle filière les guider. Ça se passe comment ces journées? C'est des présentations assez académiques avec des slides, etc., ou les workshops? Alors c'est la journée type, donc en général c'est une matinée, on les accueille déjà, on essaye de faire connaissance, de voir ce qu'ils recherchent dans la journée. On leur fait visiter les locaux quand même, parce qu'ils n'ont pas tous travaillé en entreprise, donc c'est pour leur montrer comment ça se passe. On leur montre des innovations, donc au bureau par exemple qu'on a à Courbevoie, on a un coin qu'on appelle l'Innovation Corner, donc le coin des innovations, où c'est nos partenaires qui ont fait des innovations, ou même nos équipes, et donc on leur montre comment utiliser le cloud, l'intelligence artificielle dans ces innovations. Donc en général ça plaît beaucoup aux professeurs, on passe un petit moment là-dessus,
On leur montre aussi un des robots qu'on a dans les centres de distribution, qui est sur place. Donc ça génère pas mal d'échanges, de questions, ouais. Voilà, de discussions diverses et variées. Et ensuite, on passe un peu plus sur une présentation académique avec des slides. L'objectif, c'est pareil, c'est de leur présenter nos parcours. Donc en général, je fais intervenir une ou deux personnes, donc au moins une femme, c'est sûr, à chaque fois, pour inspirer aussi. Donc un homme, une femme, souvent, ou même deux femmes. Et l'idée, c'est de leur montrer leur parcours. Donc ça peut être aussi bien des parcours commerciaux que des parcours techniques. L'idée, c'est de montrer qu'on peut travailler dans une boîte IT ou informatique, mais pas forcément faire d'informatique. Et donc, il y a des parcours très intéressants aussi chez AWS, où il y a des gens qui ont démarré dans des parcours scientifiques et finalement aujourd'hui ils sont account managers, donc s'occupent de certains de nos clients. Donc voilà, il y a des parcours aussi très très variés. Et voilà, donc ça génère de la discussion. Et après on leur donne des pistes donc ça on a travaillé avec les associations, des pistes de parcours en fait. Si l'élève, c'est-à-dire on leur dit voilà, si votre élève il est en 3e seconde, voilà les options qu'il pourrait choisir, et après le bac, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller dans l'informatique. Donc on leur présente, par exemple, on peut faire un BUT, c'est un bac plus 3, qui est déjà couleur informatique. On peut faire des BTS, on peut faire des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, essayer de leur donner en fait toutes les pistes possibles pour qu'ils arrivent à projeter les élèves ensuite et qu'ils arrivent à leur donner des informations qui va pouvoir les orienter pour la suite. Et est-ce que ce sont les mêmes profs qui vous invitent après à rencontrer les élèves, à aller faire la journée dans le programme Amazon Future Engineers ? En effet, il y a un fort lien entre la présentation qu'on fait aux profs et les actions suivantes. Donc il y a souvent des professeurs ou ça s'appelle des relations entreprises maintenant dans les lycées qui commencent à apparaître, qui reprennent contact pour qu'on intervienne. Donc soit dans le cadre d'une journée qu'ils ont organisée au sein du lycée par exemple, soit simplement ils organisent une demi-journée pour faire intervenir des gens de l'extérieur. Donc c'est souvent le premier contact, oui. Il y a quelques années, pré-Covid, je me souviens, j'avais été dans un collège. Alors, pour le coup, c'était des relativement jeunes. Je sais plus si c'était dans le programme Amazon Future Engineer ou pas. Peut-être que tu pourras m'éclairer. Mais on avait plus que parlé de nos métiers. On avait montré pratiquement, on avait fait des ateliers de programmation avec Stitch, que tu connais certainement, qui est un langage de programmation visuel où on assemble des blocs pour simuler des petits robots et des choses comme ça. Et ça avait été super bien reçu. C'était une très très bonne expérience. C'était tout près du bureau à Clichy, dans le nord de Paris à l'époque. Oui, alors ça devait être une initiative avant 2020. C'était des initiatives un peu plus en pointillé ou ad hoc, où on faisait ça par exemple. Donc ce à quoi on participe depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle l'heure de code. Donc c'est ce type d'atelier qu'on fait une fois par an, où on accueille des élèves, ou alors on va dans les collèges pour leur apprendre à coder en effet sur Scratch, souvent. Donc Scratch. Ça c'est ouais. Moi j'ai dit Stitch. Stitch, ouais, mais t'as trop regardé des dessins animés. Scratch. Autant pour moi, merci. Non, c'est donc sur Scratch, ouais. Donc ça on le fait toujours. Donc on a différents types d'initiatives donc au sein d'AIFE, les initiatives qui sont différentes. Donc on essaye d'avoir un impact donc sur les jeunes et d'orienter les filles, les femmes vers des études scientifiques et d'informatique. Parce qu'en fait, je pense qu'on a déjà discuté dans d'autres épisodes aussi, par exemple avec Fatia. Mm-hmm. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peu de femmes au final qui arrivent dans le monde du travail sur la partie informatique. Donc c'est pour ça qu'on est remonté au collège-lycée au moment où se fait le choix pour essayer d'influencer. Donc
quel type d'activité on va faire. Donc, tu as l'heure de code dont tu as parlé, dont tu te souviens. Ouais. Depuis 2020, en fait, on a essayé différents types d'activités. Donc, on a fait en effet des workshops en classe. Donc, par exemple, moi, je suis allé faire des workshops Deep Racer. Encore cette année, c'était la dernière année où on faisait ça, où on est allé dans les collèges-lycées pour leur montrer comment fonctionnait une voiture intelligente. Donc ça a plutôt bien marché. Le problème, c'est que on n'arrive pas à le passer à l'échelle. Donc, ce qu'on a fait, on a imaginé d'autres activités qu'on fait cette année à partir de la rentrée 2024 et qui vont continuer. Donc, on va continuer les professeurs qui viennent en entreprise. On va continuer les témoignages métiers en collège. Et ce qu'on rajoute, et ce qu'on a déjà rajouté cette année, c'est une plateforme de code. Donc un peu comme Scratch. Donc on va pouvoir coder, ça s'appelle Citizen Code Python. On va pouvoir coder en fait soit en bloc, donc c'est le même principe que dans Scratch, soit donc, graphiquement, c'est ça que tu veux dire. Ouais, graphiquement, voilà, on déplace des blocs alignés. Exactement. On déplace des blocs et on est limité en nombre de blocs. Donc c'est vraiment des puzzles à résoudre pour apprendre à coder. Soit on peut utiliser ce modèle-là avec les blocs, soit on va utiliser le Python. Avec des actions prédéfinies. Donc l'objectif là, c'est vraiment le niveau de difficulté augmente, c'est d'apprendre petit à petit déjà des séquences d'instructions, donc aller à gauche, aller à droite, descendre, monter, etc. Donc c'est vraiment des puzzles graphiques, où l'objectif c'est de résoudre le puzzle. Et petit à petit, en fait, les puzzles grandissent en complexité, donc on va commencer à utiliser des boucles pour faire des parcours, par exemple. On va utiliser des conditions, et puis on va, petit à petit, sous forme de jeu, les enfants comprennent les interactions, comprennent la logique. Donc on commence à toucher un peu d'algorithmie, mais ça reste du jeu. Et voilà. Donc c'est visuel. L'objectif c'est de se familiariser. Ce qui est très intéressant quand on va dans les collèges ou les lycées, c'est de voir à quel point il y a des enfants qui accrochent, en fait, qui n'étaient pas forcément dans ce domaine-là, qui n'ont pas forcément des parents dans l'informatique ou dans les domaines scientifiques, et qui en fait accrochent vraiment sur ce type de jeu. Des fois, du coup, on a dépassé un peu, parce que ça, je l'ai expérimenté en classe. On a dépassé un peu le temps qui était alloué parce que ils voulaient absolument finir. Il y en a qui voulaient pas aller en récré parce qu'ils voulaient finir leur puzzle. Donc ça, c'était vraiment amusant. Là, c'est le danger quand on commence à coder. On a tous sauté un repas, voire une nuit en disant « Allez, il reste plus que ça et je veux terminer. » Et puis on se retrouve à l'aube à 4h du matin et on n'a toujours pas fini. Cette plateforme, c'est une application web donc en self-service, mais les enfants, les collégiens y accèdent avec leur prof quand vous êtes là, ou au contraire, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire tout au long de l'année et avoir une activité récurrente dans ce domaine? Alors, il y a les deux modes. Donc, on peut soit y accéder en effet avec un professeur qui va gérer un mode classe. Ça va permettre aussi au professeur de voir l'évolution de chaque élève et c'est lui qui va assigner les challenges. Les challenges, exactement. Soit on peut le faire soi-même. Donc, même un parent peut le faire vu que c'est une application web. Il peut le faire. Lui, il peut être l'équivalent d'un professeur et puis assigner des challenges, où l'enfant peut s'inscrire et puis avancer les challenges. Donc tous les modes sont possibles. Donc c'est une application gratuite en ligne. Entièrement. Et le lien est évidemment dans les notes du podcast. Il y a moyen d'utiliser cette application en dehors du contexte Amazon Future Engineers. Je veux dire, si quelqu'un qui nous écoute là clique sur le lien, oui. Qu'est-ce qui se passe? On peut l'utiliser. Il s'inscrit et c'est parti. Donc, allez voir Citizen Code, dont vous avez le lien dans votre application de podcast favorite. Le programme Amazon Future Engineer, c'est quelque chose de global d'Amazon dans le monde entier, ou c'est quelque chose de spécifique à la France? Alors, non, c'est pas spécifique à la France. En effet, c'est un programme global. Aujourd'hui, il est dans 9 pays à travers le monde. En Europe, on va le retrouver en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc c'est un programme qui a été lancé en 2020 en France. Donc on travaille avec les associations, comme j'ai dit. Donc on a 4 associations avec qui on travaille aujourd'hui. Et on a formé à peu près
un demi-million de jeunes en fait sur les différents ateliers, différentes interventions. En France 2020. ou dans les 9 pays dont tu que tu mentionnais? 500 000 étudiants formés depuis, initiés. Ouais, initiés, c'est le terme. Ouais. Depuis 2020. Et Citizen Code, tu as ça c'est français comme initiative. Ouais, ça c'est français comme initiative. Donc on est en train de la développer aussi pour la Belgique et pour la Belgique, oui, c'est en cours de déploiement. C'est français, donc là on a eu 50 000 utilisateurs en moins d'un an sur la plateforme. Donc ça prend bien. On lance des concours aussi sur la plateforme pour les lycées par exemple, pour qu'il y ait un peu de challenge et d'adoption. Une gamification, faire un classement entre lycées. Exactement. Et un concours national. Ouais, c'est ce qu'on a fait cette année. Donc on a lancé un concours national. C'était au printemps, et l'objectif, voilà, c'était d'avoir des lycées, et les lycées qui s'inscrivaient et ceux qui arrivaient en tête avaient des liens, des gains, des cadeaux en rapport avec la programmation. Donc ça pouvait être des kits de programmation, par exemple, offerts au lycée pour qu'ils puissent continuer sur cette lancée. Donc le programme, l'objectif, c'est de donner accès au numérique aux milieux défavorisés et aux jeunes filles. Quand on parle des collégiens, c'est évidemment pour initier les collégiens au métier du numérique, mais on garde en tête le sujet pour lequel on est là dans Women in Tech, de dire il faut amener plus de filles et plus de personnes de milieux défavorisés vers les métiers de la tech également. Oui, exactement. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc ce qu'on fait, à part cette initiation, on a aussi un système de bourse donc qu'on fait en partenariat avec Article 1, Epita et Epitech. Donc voilà, il y a aussi des écoles qui se sont mis dans le programme. Donc c'est vraiment du mentorat. Donc chaque année, on offre 30 bourses à des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Et l'objectif, c'est qu'elles puissent continuer leurs études dans des écoles comme Epita et Epitech. Donc et elles ont un mentor AWS ou Amazon pour les aider dans leur parcours. Donc ça, on a 30 bourses par an, donc ça fait déjà 120 jeunes filles qu'on a aidées sur les 4 dernières années. Quels sont les critères pour recevoir cette bourse? Il faut postuler. Enfin, comment est-ce qu'on sélectionne les 30 personnes par an qui auront accès à cette bourse? Donc ça, c'est le travail de l'association en fait, c'est elle qui va détecter les jeunes filles qui remplissent les critères. Donc c'est déjà avoir un intérêt pour l'informatique ou pour les sciences, être dans des zones identifiées pour l'aide, et puis voilà. Donc c'est l'asso finalement. On s'appuie sur l'asso pour ça, pour faire la sélection. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est trouver les mentors pour les jeunes filles. Donc chaque année, on a un appel à mentor. D'ailleurs, on l'a fait très récemment en interne. Donc pour tous les gens qui ont envie de faire du mentorat, c'est un engagement quand même sur de temps. Au moins une année. Donc il faut. Après, ça dépend des jeunes. On peut avoir plus ou moins d'interactions sur un an, mais globalement, c'est quand même un engagement d'un an pour que ça se passe bien, et puis que le démarrage se passe bien dans l'école d'ingénieurs aussi. Est-ce qu'il y a déjà des résultats en matière d'embauche, nombre de personnes qui ont terminé un cycle? C'est peut-être un peu trop tôt pour avoir terminé un cycle. Ouais, je pense qu'on va avoir les premières qui finissent cette année. Donc on devrait avoir des résultats d'ici la fin de l'année, oui. Donc je vais te réinviter dans le podcast l'année prochaine et je te pourrai te reposer récupérer les résultats des premières promotions, ouais, ce serait en effet. C'est une conversation intéressante parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit dans l'intro, on parlait surtout d'actions que nous faisions à l'embauche et puis pour l'accompagnement de carrière, mais c'est important d'agir en amont également auprès des collégiens, des collégiennes, lycéens, lycéennes, mais pas que les filles aussi, mais pas que pour donner cette envie à aller vers les métiers scientifiques en général, pas nécessairement l'informatique également, et s'assurer qu'il y ait suffisamment
suffisamment de collégiens lycéennes qui choisissent ces filières techniques ou scientifiques. En préparant ce podcast, j'avais noté un chiffre qui m'avait interpellé. Tu avais dit entre la seconde et la terminale, on perd 80% des femmes. J'ai bien noté ça ? Ouais. Alors ça, c'est un constat du terrain. Donc après, les chiffres peuvent varier à l'échelle nationale, mais en fait, je suis intervenu dans différents types de collèges et de lycées. Donc j'ai vu des lycées techniques et des lycées généraux. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, si on va dans un lycée technique, dès la seconde, on a plus que 5 femmes sur 60 à 80 élèves. Donc on a déjà perdu beaucoup de jeunes filles quand elles passent au lycée. Donc ça, c'est la différence entre général et technique. Donc après, ça varie d'un lycée à l'autre, mais globalement, on n'a pas la moitié des filles dans les lycées techniques. On est plutôt entre 5 et 15 filles sur 60, donc ça fait à peine un quart de jeunes filles sur la partie technique, quelle que soit la technologie. Et après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'entre la seconde et la terminale, donc la dernière fois que je suis intervenu, c'était aussi un lycée technique, ouais. Il y avait plus que 3 filles en terminale. Donc tu vois, on est parti de 15, on arrive à 3 en terminale. Donc forcément, après, quand tu essayes d'aller en école d'ingénieur, je vais donner un exemple, ça fait un peu longtemps que j'ai quitté l'école, mais dans ma promotion, il y avait que 2 filles sur 200, donc tu vois, le ratio est très facile, c'est 1% de jeunes filles. Ce qu'on avait, j'avais échangé notamment avec l'EPITA il y a quelques temps, juste avant de lancer le programme, je pense, ou dans ces eaux-là. En fait, ils avaient exactement le même problème, c'est-à-dire que le nombre de filles qui arrivaient en école d'ingénieur était déjà faible. Donc 10, 15 ou sur une promo de 300, ça fait pas grand-chose. Donc à la sortie, il y en a plus ou moins aussi. Donc finalement sur le marché, c'est difficile de trouver des femmes parce que même dans les écoles d'ingénieurs, il y en a déjà peu. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller toucher les jeunes avant que les choix soient faits. Donc c'est pour ça qu'on est descendu jusqu'au 3e seconde pour essayer de donner un peu plus de voix possibles et que tout le monde n'aille pas dans les mêmes filières. Mais en effet, et si on compare une seconde générale à une seconde technique, on va retrouver un équilibre beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que dans les secondes générales, on sera plutôt à 40%, voire 50% de jeunes filles. Mais par contre, sur ces 50%, il y en a peut-être que moins de la moitié qui fera des filières scientifiques informatiques. Scientifiques ou techniques, d'où l'importance effectivement d'élargir la base à l'entrée des études pour qu'il y ait plus de candidates également sur le marché de l'embauche. Dans les autres épisodes de Women in Tech où j'ai reçu des hommes, on parlait du rôle des alliés également. Et là, on comprend ton engagement auprès des jeunes pour inspirer les métiers de la tech et du numérique en particulier auprès des jeunes. Mais tu es manager aussi d'une équipe EMEA et tu as un rôle important en matière de diversité, d'inclusion, d'équité au sein d'AWS. J'aime bien poser une question pour terminer cette conversation, c'est le rôle des hommes là-dedans. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour assurer des environnements de travail plus divers et variés? Tu peux nous donner un exemple de quelque chose que tu fais au quotidien? Oui, alors je vais en donner 2, un tout petit et un peu plus concret. Le tout petit, c'est déjà de montrer l'exemple. Moi, ce que j'aime faire, c'est parler de ces interventions en classe que je fais à mon équipe et de leur donner des idées. C'est si eux peuvent le faire dans le pays, parce que comme je suis dans une équipe IMIA, je leur demande de se renseigner en fait sur si ça existe dans le pays dans lequel ils sont et de participer à ce genre d'initiative. Donc ça a permis notamment en Angleterre, j'ai 2 membres de mon équipe qui ont commencé à participer à ce genre d'initiative. Donc déjà, essayer de faire la même chose que ce que je peux faire moi, à leur échelle dans leur pays respectif ou dans leur ville s'ils sont pas à côté des bureaux
Donc ça c'est la première petite chose. La deuxième chose que je fais, cette fois plus orientée pour la France, on a passé cette année un partenariat avec une entreprise en fait qui a un programme pour les femmes leaders. Donc l'objectif c'est d'inspirer les femmes leaders et de leur permettre de retrouver leur équilibre. Donc c'est ce qu'on va appeler la résilience. Donc moi, j'ai créé ce lien avec cette entreprise. On sponsorise l'entreprise et en fait, ça donne accès à, par exemple, pour les femmes, à des petits déjeuners table ronde avec des intervenants qui viennent de différentes entreprises. C'est toujours des femmes, donc c'est une table ronde de femmes. Les hommes sont bienvenus aussi, mais l'objectif, c'est principalement de montrer comment, différentes formes de résilience chez les femmes, montrer les parcours aussi sur la partie comment ça n'a pas toujours été facile, comment les gens s'en sont sortis sur leur parcours professionnel. Donc c'est des plus ou moins grandes entreprises qui interviennent. Donc les petits déjeuners, des dîners aussi. Donc là c'est plus intimiste. Du coup les dîners il y a plus d'échanges. Donc c'est très limité, c'est 10 à 15 personnes. Et donc on envoie 2 employés à chaque fois d'AWS féminines pour les dîners. Pour les petits déjeuners, c'est ouvert à tous. On a 2 à 3 places réservées par défaut. Et ensuite, le dernier programme qui est aussi intéressant avec cette entreprise, c'est qu'en fait, il y a 2 personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un coaching individuel dans leur carrière, dans leur vie de tous les jours. Ah oui, donc ça permet dans un premier temps de mettre en relation, de mettre en réseau, de faire rencontrer des senior managers de grandes entreprises, des leaders inspirants, et dans un second temps de donner un coaching personnalisé pour certaines personnes dans tes équipes, enfin ou dans les équipes d'AWS en général. Ouais. Et donc ce programme s'appelle les cercles externes, j'ai bien noté ça? Ce programme s'appelle Women Leadership and Resilience, donc qui est fourni par l'entreprise expérientielle. Et toute entreprise aujourd'hui en France peut les contacter s'ils veulent avoir le même type de programme dans leur entreprise. Donc ça c'est important. Et donc je mets aussi les liens dans les notes du podcast. Contactez Expérientiel si vous avez envie d'amener ce genre de programme dans vos entreprises. Alexandre, c'était une conversation passionnante sur ton engagement avant l'embauche. Comment amener les jeunes et les jeunes de milieux défavorisés vers les milieux de la tech avec ce programme Amazon Future Engineer. S'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent tiens, ça serait chouette dans le collège ou dans le lycée de ma fille, de mon fils, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut contacter ces différentes associations? Oui, alors 2 choses que peuvent faire les parents, c'est ils peuvent aller voir Citizen Code et puis même le site Amazon Future Engineer. Il y a plein d'activités pour les enfants, pour les jeunes, pour s'initier au code ou pour en faire plus s'ils en font déjà un peu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est dans leur collège, lycée, voir s'il y a un service relation entreprise et demander à ce service qui se mette en contact avec C'est Génial. C'est parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir réserver les interventions en collège-lycée. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans les notes de votre application de podcast préférée. Alexandre, merci pour cette conversation. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, on parlera, dans 2 semaines, dans le prochain Women in Tech, on parlera avec Diara Fall de management, de carrière en management pour les femmes dans les entreprises de la tech. Et cette semaine, vendredi, nous commençons une série sport et tech. On se demande pourquoi, tiens, on va parler de sport. Mais pendant 5 semaines, il y aura dans tous les vendredis un épisode où on parlera de sport et de technologie. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.